tu sais déjà. C'est ça, le plus troublant dans cette histoire. Tu sais que cette personne ne restera pas, quelque part en toi, très loin sous les explications que tu te donnes, sous les espoirs que tu entretiens, sous les scénarios que tu construis. Il y a une certitude tranquille et froide, elle est là depuis longtemps, peut-être depuis le début. Et tout ce que tu appelles ton attachement, toute cette souffrance, toute cette attente, consiste, au fond, à ne pas la regarder. On te dira que tu n'arrives pas à te détacher parce que tu aimes trop. C'est faux et c'est une explication confortable. Ce qui te retient, ce n'est pas l'excès d'amour. C'est le refus de croire une information que tu possèdes déjà. Et il y a quelque chose en toi qui, lui, ne se ment pas, qui a compris bien avant ton esprit et qui essaye de te le dire depuis des mois dans un langage que tu n'écoutes pas. Il ne parle pas avec des mots, il parle autrement. Et si tu apprends à l'entendre, tu vas découvrir que la vérité que tu cherches désespérément à l'extérieur, dans ces messages, dans ces silences, dans ces signes, tu la portes déjà en toi. On va regarder tout ça ensemble, sans complaisance. Ce qui te retient vraiment, ce que tu retiens réellement, et pourquoi retenir quelqu'un qui veut partir ne te ramène jamais cette personne, mais te coûte chaque jour quelque chose de bien plus précieux. Premier point, tu n'aimes pas trop, tu refuses de croire ce que tu sais. Commençons par démonter l'explication la plus répandue, celle qu'on te sert partout, et qui est fausse. On te dit que si tu n'arrives pas à te détacher, c'est que tu aimes trop, que ton cœur est trop grand, que tu es de celles qui s'attachent vraiment, profondément, et que c'est le prix à payer. C'est une belle explication. Elle est même flatteuse, et c'est exactement pour ça qu'on y adhère si facilement. Elle transforme ta souffrance en preuve de ta grandeur. Mais elle ne résiste pas à l'examen, et surtout, elle t'empêche de voir ce qui se passe réellement. Parce que si c'était l'amour qui te retenait, il y aurait une contradiction que personne ne relève. Réfléchis. Tu aimes cette personne, dis-tu, et c'est pour ça que tu peux pas la lâcher. Mais alors pourquoi cette attente est-elle si douloureuse? L'amour, quand il est partagé, quand il est vivant, ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est pas d'aimer, c'est d'attendre, c'est de guetter, c'est d'espérer quelque chose qui ne vient pas. Ta souffrance ne vient donc pas de ton amour. Elle vient de l'écart entre ce que tu espères et ce que tu obtiens. Il faut aller plus loin, jusqu'à l'endroit inconfortable. Cet écart, tu le connais. Tu le mesures tous les jours. Tu sais exactement combien tu donnes et combien tu reçois. Tu sais ce que ces silences signifient. Tu sais ce que veut dire réellement quelqu'un qui ne fait aucun pas vers toi. Tu as toutes les informations. Elles sont là, en toi, complètes. Alors pourquoi n'agis-tu pas en conséquence? Voilà la vraie question, et c'est le cœur de tout. Le problème n'est pas un manque d'informations. Le problème, c'est ton refus de la croire. Il y a en toi une part qui sait calmement, depuis longtemps, que cette personne ne restera pas. Et il y a une autre part, beaucoup plus bruyante, qui passe ses journées à démonter cette certitude, à lui trouver des exceptions, à fabriquer des raisons de douter de ce qu'elle sait. Il faut comprendre le mécanisme. Parce qu'il est fascinant et cruel. Ton esprit ne travaille pas à découvrir la vérité, il travaille à la contourner. Chaque signe négatif, tu le retournes. Il ne répond pas, c'est qu'il est débordé. Il est distant, c'est qu'il traverse une période difficile. Il ne s'engage pas, c'est qu'il a été blessé avant. Tu es devenue une avocate d'une brillance remarquable, plaidant sans relâche un dossier dont tu connais parfaitement la faiblesse. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui reçoit un résultat qu'il redoutait, une lettre, un diagnostic, un verdict. Que fait-il? Souvent, dans les premiers instants, il relit, il cherche une erreur. Il se dit qu'il y a peut-être eu une confusion, que c'est pas définitif, qu'il faudrait un second avis. Il conteste pas le contenu, il connaît très bien le contenu. Il conteste la nécessité d'y croire. Il négocie avec la réalité, non pas parce qu'il l'ignore, mais parce que l'accepter changerait tout, et qu'il n'est pas prêt à ce que tout change. C'est exactement ce que tu fais. Tu ne cherches pas à savoir s'il va rester. Tu le sais. Tu cherches à ne pas avoir à le savoir. Et il faut nommer précisément ce que tu protèges en refusant de croire, parce que c'est là que se cache la vraie raison de ton attachement. C'est pas cette personne que tu protèges, c'est toi. Tant que tu doutes, tant que tu peux te dire peut-être, tant qu'un espoir subsiste, tu n'as pas à traverser ce qui t'attend de l'autre côté de la certitude. Le vide, la perte, le deuil, la solitude, le recommencement. Le doute, aussi douloureux soit-il, est infiniment plus confortable que la certitude.
Voilà le point que presque personne n'ose formuler. Tu préfères souffrir dans l'attente plutôt que souffrir dans la faim, parce que la souffrance de l'attente, tu la connais, tu sais la porter, tu t'y es installé, alors que la souffrance de la faim est inconnue, et il faudrait la traverser sans savoir combien de temps. Et il y a une chose encore plus subtile qu'il faut voir. Tant que tu attends, tu es encore dans l'histoire, tu as encore un rôle, une place, une fonction, même misérable. Celle qui attend, celle qui espère renoncer, ce ne serait pas seulement perdre l'autre, ce serait perdre aussi ce rôle et te retrouver sans savoir qui tu es en dehors de lui. C'est pour ça que l'attente est si difficile à quitter, elle te donne encore quelque chose à faire, une identité, une occupation. Alors regarde ce que fait vraiment ton attachement. Il te relie pas à cette personne. Il te protège d'une vérité. C'est pas un lien, c'est un bouclier. Et ce bouclier, tu le portes tous les jours à un prix considérable. Il faut d'ailleurs mesurer ce prix, parce qu'il est colossal. Tu passes tes journées à interpréter, à décoder, à échafauder, à guetter. Cette activité mentale permanente consomme une énergie phénoménale. Et elle ne sert à rien, puisque tu connais déjà la réponse. Tu dépenses toute ta vie intérieure à te démontrer, chaque jour, que ce que tu sais n'est peut-être pas vrai. C'est un travail à temps plein, épuisant et sans issue possible, puisque son unique but est de retarder une conclusion déjà atteinte. Je pose une nuance ici, parce qu'elle est nécessaire, et elle compte. Je ne suis pas en train de te dire que tu es stupide, ni naïve, ni que tu aurais dû voir plus tôt. Ce mécanisme n'a rien à voir avec l'intelligence. Les personnes les plus lucides du monde s'y prennent exactement de la même façon dès qu'il s'agit d'elles-mêmes, dès qu'il y a quelque chose qu'elles ne peuvent pas supporter de perdre. Le déni n'est pas un défaut de raisonnement, c'est une protection. Il t'a peut-être même été utile un temps en te permettant de tenir debout. Le problème n'est pas de l'avoir eu, c'est de continuer à le payer. Et il y a une seconde nuance importante. Reconnaître que tu sais déjà ne veut pas dire que tout est ta faute, ni que tu aurais dû partir plus tôt. Cette personne a sa part entière dans ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu des signaux contradictoires, des promesses, des retours qui ravivaient l'espoir. Tu n'as pas inventé ton attente à partir de rien, mais aujourd'hui, la question n'est plus de savoir qui a raison. La question est de savoir ce que tu vas faire de ce que tu sais. Voilà le premier point, et il renverse l'explication habituelle. C'est pas l'excès d'amour qui te retient, c'est le refus de croire une information que tu possèdes déjà. Ta souffrance ne vient pas d'aimer, elle vient d'attendre. C'est, dire de l'écart entre ce que tu espères et ce que tu obtiens, écart que tu mesures parfaitement, et tu passes tes journées à plaider contre ce que tu sais parce que le doute, aussi douloureux soit-il, te protège d'une certitude dont tu redoutes l'autre côté. Ton attachement n'est pas un lien, c'est un bouclier. Mais il y a quelque chose en toi qui ne participe pas à ce déni, quelque chose qui a compris depuis longtemps et qui refuse de mentir. Il ne parle pas avec des mots, alors tu ne l'écoutes pas. Mais il te le dit chaque jour, dans un langage que tu confonds avec de la fatigue ou du stress. C'est ton corps. Deuxième point, ton corps l'a compris avant toi. Pendant que ton esprit plaide, négocie, réinterprète, il y a en toi une instance qui ne participe pas au déni. Une instance qui ne sait pas mentir parce qu'elle n'a pas les outils pour le faire. Elle n'a ni langage, ni argument, ni scénario. Elle a juste des sensations. Et elle te dit la vérité depuis des mois. Ton corps, il faut comprendre pourquoi le corps peut pas mentir, parce que c'est pas une formule poétique, c'est une réalité mécanique. Mentir suppose une opération complexe. Il faut construire une histoire, l'aménager, la maintenir. C'est un travail du langage et de la pensée. Or le corps n'a accès ni à l'un ni à l'autre. Il ne raconte rien. Il enregistre et il réagit. Il reçoit une situation. Il produit une réponse physiologique. Point. Il ne peut pas décider de produire une réponse différente pour te faire plaisir. Donc regarde ce qu'il produit en ce moment dans cette histoire. Cette gorge qui se serre quand son nom apparaît, ce ventre qui se noue avant même que tu aies lu le message, cette poitrine qui se comprime, cette sensation d'oppression sourde, ces nuits où tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur battant, sans raison apparente, cette fatigue permanente qui ne cède devant aucun repos. Ces tensions dans les épaules, la mâchoire, la nuque, qui ne partent jamais vraiment. Ces douleurs qu'aucun examen n'explique.
ce sommeil qui ne répare plus. Tu attribues tout ça au stress, au travail, à la fatigue. Tu prends quelque chose pour dormir, tu te dis que ça passera, et tu n'entends pas ce qui te parle. Il faut comprendre ce qui se passe vraiment, et c'est important. Ces réponses physiologiques ne sont pas aléatoires. Elles sont ce que produit un organisme placé en état d'alerte prolongé. Ton corps est en alerte depuis des mois. Pourquoi ? Parce qu'il perçoit un danger que ton esprit refuse de nommer. Il perçoit une insécurité constante, une menace qui ne se résout jamais, une situation instable dont l'issue reste suspendue, et il fait exactement ce qu'un organisme doit faire face à une menace. Il se prépare, il se contracte, il ne dort pas, il reste vigilant. Suis bien cette logique, parce qu'elle est décisive. Ton corps ne se serait pas mis en alerte s'il n'y avait rien à craindre. Il ne fabrique pas de fausses alarmes par plaisir. S'il est tendu, s'il ne dort pas, s'il se ferme, c'est qu'il a évalué la situation. Et son évaluation, lui, il l'a pas maquillée. Il l'a prise telle qu'elle. Ton corps a fait le diagnostic que ton esprit refuse de poser. Laisse-moi te montrer ça, avec une image. Imagine deux personnes dans une maison où il y a une fuite de gaz. La première ne sent rien, elle est occupée, elle rationalise, elle se dit que cette odeur bizarre vient sûrement de la cuisine du voisin. La seconde ne dit rien du tout, mais elle a mal à la tête, elle est nauséeuse, elle se sent mal sans comprendre pourquoi. Laquelle des deux a raison ? Le corps de la seconde a détecté le danger que l'esprit de la première refusait d'admettre. Le symptôme n'était pas le problème. Le symptôme était l'information. Ta gorge serrée, ton ventre noué, tes nuits blanches ne sont pas ta faiblesse. Ce sont tes détecteurs. Et ils sonnent depuis longtemps. Il faut maintenant comprendre ce qui arrive quand on refuse d'écouter cette information, parce que c'est là que ça devient sérieux. Le corps ne se tait jamais. Si on n'entend pas son premier signal, il monte le volume. Une tension devient une douleur. Une douleur passagère devient chronique. Un sommeil perturbé devient une insomnie installée. Des tensions accumulées finissent par produire des troubles réels qui ne partent plus tout seuls. Et il faut nommer ce qui se passe, parce que c'est bouleversant. Ton corps porte, à ta place, la charge que ton esprit refuse d'assumer. Toute cette souffrance que tu ne veux pas regarder en face ne disparaît pas parce que tu la nies. Elle doit bien aller quelque part. Alors elle descend. Elle se loge dans les muscles, dans le ventre, dans la gorge, dans le sommeil. Ton corps devient le dépositaire de ce que tu ne veux pas savoir. Il stocke ce que tu refuses de traiter. Et il paie, à ta place, la facture de ton déni. C'est ça, la violence invisible que tu t'infliges. Pas seulement de rester attaché à quelqu'un qui ne veut pas rester, mais de faire porter à ton propre corps le poids d'un mensonge que ton esprit entretient. Tu ne te fais pas seulement du mal moralement, tu te fais du mal littéralement dans ta chair. Alors comment écouter ? Parce que c'est bien joli de dire écoute ton corps, encore faut-il savoir comment ça commence par une chose très simple, et pourtant presque personne ne l'a fait. Quand tu penses à cette personne, arrête-toi, ne pense pas, sens, où est-ce que ça se passe ? Dans ton corps, exactement. À quel endroit précis ? Est-ce que c'est la gorge, le ventre, la poitrine ? Est-ce que c'est chaud, froid, serré, creux ? Quelle est la forme de cette sensation ? Ce n'est pas un exercice de bien-être. C'est une opération de renseignement. Parce que cette sensation te dit quelque chose que ton esprit refuse de formuler. Une poitrine qui se comprime dit l'oppression. Une gorge qui se serre dit tout ce que tu n'as pas pu dire. Un ventre qui se noue dit l'insécurité, la peur, l'instabilité. Ce sont des mots simplement écrits dans une autre langue, et il faut comprendre pourquoi cette écoute libère mécaniquement. Une tension corporelle est une contraction maintenue. Elle se maintient parce que quelque chose n'est pas reconnu, pas exprimé, pas traversé. Quand tu portes enfin ton attention dessus, quand tu respires dedans, quand tu reconnais ce qu'elle dit au lieu de la fuir, elle n'a plus besoin de crier. Elle se relâche, non pas par magie, mais parce que son message a été reçu, un signal qu'on entend cesse de sonner. Voilà pourquoi le détachement ne peut pas être un pur travail mental. Tu peux comprendre parfaitement, intellectuellement, qu'il faut le lâcher. Tu peux te le répéter 100 fois, ça suffira pas. Parce que l'attachement n'est pas seulement dans ta tête. Il est logé dans ton corps, dans ces contractions qui le maintiennent vivant, physiquement. Tant que le corps tient, l'esprit ne peut pas partir. Je pose une nuance importante, parce qu'elle est nécessaire.
Écouter son corps ne veut pas dire s'auto-diagnostiquer ni attribuer toute douleur à une cause émotionnelle. Si tu as des symptômes persistants, il faut consulter, faire vérifier, ne pas les balayer sous prétexte que c'est psychologique. Ce serait dangereux et je ne te dis surtout pas ça. Ce que je dis, c'est que ton corps est aussi un lieu d'information sur ta vie émotionnelle et que dans le cas d'un attachement douloureux, il enregistre souvent avant l'esprit. Les deux lectures ne s'excluent pas, elles se complètent. Et une seconde nuance, écouter ton corps ne va pas te libérer en une séance. Ce n'est pas une astuce, c'est un canal d'information que tu as jusqu'ici ignoré. Le rouvrir, c'est reprendre contact avec une part de toi qui savait déjà et cesser de la faire taire. Ça remplace pas le reste du chemin, ça le rend possible. Voilà le deuxième point. Et il est peut-être le plus concret de tous. Ton corps ne peut pas mentir, parce que mentir exige un langage qu'il ne possède pas, il ne fait que enregistrer et réagir. Sa gorge serrée, son ventre noué, ses nuits blanches ne sont pas de la fatigue, ce sont des détecteurs qui sonnent, la réponse d'un organisme en alerte face à un danger réel que ton esprit refuse de nommer. Et quand tu n'écoutes pas, il porte à ta place la charge que tu refuses d'assumer et paie, dans ta chair, la facture de ton déni. L'écouter, c'est pas du bien-être, c'est une opération de renseignement sur une vérité que tu détiens déjà. Mais maintenant, il faut poser la question la plus dérangeante de toutes. Si tu sais déjà, et si ton corps sait déjà, alors qu'est-ce que tu retiens exactement? Parce que c'est peut-être pas cette personne, ce que tu tiens dans tes mains, si tu regardes bien, n'est peut-être pas ce que tu crois. Troisième point, ce que tu retiens n'est pas cette personne. Voici la question la plus dérangeante de tout ce chemin. Si tu sais déjà, et si ton corps sait depuis longtemps, alors qu'est-ce que tu tiens exactement dans tes mains? Parce que c'est peut-être pas ce que tu crois. Et si tu regardes vraiment, tu vas découvrir que l'objet de ton attachement n'existe pas. Commençons par un fait troublant. Demande-toi honnêtement ce qui te manque. Formule-le précisément. Et tu verras que ta réponse ne décrit presque jamais ce que tu as réellement vécu ces derniers mois. Elle décrit autre chose. Ce qui te manque, c'est sa présence quand il était présent, sa chaleur quand il était chaleureux. Ce moment, il y a un an, où tout semblait possible. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il aurait pu devenir. Regarde bien ce que tu viens de nommer. Ce ne sont pas des choses que tu as. Ce sont des choses que tu as eues brièvement ou qu'on t'a fait espérer. Autrement dit, ce qui te manque n'est pas cette personne telle qu'elle est. C'est cette personne telle qu'elle a été un instant, ou telle qu'elle aurait pu être. C'est pas une réalité, c'est une possibilité. Il faut vraiment mesurer ce que ça implique, parce que ça change tout. Tu ne souffres pas de la perte de quelqu'un, tu souffres de la perte d'une version de quelqu'un. Une version qui a peut-être existé quelques semaines ou quelques mois au début, quand tout était neuf, ou une version qui n'a jamais existé du tout, que tu as construite à partir de ses promesses, de son potentiel, de ce que tu croyais deviner sous ses silences. Et voilà pourquoi tu peux pas t'en détacher. Parce qu'on ne peut pas se détacher de ce qui n'existe pas. C'est impossible, mécaniquement. Le détachement suppose un objet réel, dont on se sépare. Or, l'objet de ton attachement n'est pas dans le monde. Il est dans ta tête. Tu ne tiens rien. Tu tiens une image, et une image ne se lâche pas, elle se dissout. Ce qui est un tout autre travail. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui aurait connu, une seule fois, un jour de printemps exceptionnel dans un pays qui le reste du temps est glacial et pluvieux. Et il resterait là, année après année, à attendre le retour de ce jour. Il refuserait de partir, il dirait « ce pays est magnifique, j'y ai vécu la plus belle journée de ma vie ». Et pendant ce temps, il grelotte, il souffre, il attend sous la pluie. Ce à quoi il est attaché n'est pas ce pays. C'est un jour, un seul, qui n'était pas représentatif de quoi que ce soit. Il a pris l'exception pour la règle et il organise sa vie autour d'une météo qui ne reviendra pas. C'est exactement ce que tu fais. Tu as connu quelques jours de printemps avec cette personne et tu vis, depuis, sous la pluie, en attendant leur retour. Ta mémoire ne conserve que ces jours-là. Elle les rejoue en boucle et elle efface systématiquement les mois de froid. Il faut comprendre pourquoi ta mémoire fait ça. Parce que c'est pas un hasard, c'est un mécanisme. La mémoire n'est pas un enregistrement fidèle, elle est sélective. Et elle sélectionne en fonction de ce dont tu as besoin. Comme tu as besoin de croire que cette histoire vaut la peine d'être attendue, ta mémoire te fournit les preuves qui vont dans ce sens. Elle met en avant les moments lumineux, et elle range au fond
dans un tiroir que tu n'ouvres pas, les soirs de solitude, les silences pesants, les fois où tu t'es senti seul, alors même qu'il était là, les compromis douloureux, les besoins que tu as tus, tu ne mens pas. Tu te souviens sélectivement, ce qui est bien plus efficace qu'un mensonge, parce que c'est invisible. Et c'est là que se produit l'inversion la plus cruelle. Tu crois avoir perdu quelque chose de rare, de précieux, d'irremplaçable, alors qu'en réalité, ce que tu as quitté, c'est une situation où tu souffrais, ta mémoire a maquillé la scène, elle t'a construit un paradis perdu, à partir d'une relation qui te faisait mal. Et tu pleures maintenant ce paradis, qui n'a jamais existé ailleurs que dans le montage que ta mémoire a fabriqué. Il faut aussi nommer une autre chose que tu retiens, et qui n'est pas cette personne non plus. Tu retiens le futur que tu avais imaginé, cette vie que tu voyais, cette suite, ces projets, ce que vous seriez devenu. Ce futur était détaillé, il était vivant dans ta tête, tu avais mis énormément de toi. Et quand tout s'est arrêté, c'est pas seulement une personne qui est partie, c'est tout cet édifice imaginaire qui s'est effondré d'un coup. Voilà pourquoi la douleur semble si disproportionnée par rapport à ce que la relation était réellement. Parce que tu ne pleures pas ce que tu as vécu. Tu pleures tout ce que tu ne vivras pas. Et ça, c'est infini. On peut pleurer indéfiniment un futur. Parce qu'un futur n'a pas de limite, il contient tout ce qu'on voulait bien y mettre. Et il y a une dernière chose que tu retiens, la plus difficile à admettre. Tu retiens l'idée que tu aurais pu réussir. Que si tu avais dit autrement, fait autrement, attendu un peu plus, été un peu plus ceci ou un peu moins cela, ça aurait marché. Cette pensée ressemble à du remords, mais regarde ce qu'elle contient vraiment. Elle contient l'idée que tu avais le pouvoir, que l'issue dépendait de toi. Et cette idée, aussi douloureuse soit-elle, est plus supportable que la vérité, qui est que tu n'y pouvais rien, que cette personne n'allait pas rester, quoi que tu fasses. Il faut le voir, c'est troublant. Tu préfères te croire coupable plutôt que de te reconnaître impuissante. Parce que la culpabilité, au moins, préserve une illusion de contrôle. Alors que l'impuissance te confronte à une chose que personne n'aime regarder, on ne peut pas faire rester quelqu'un qui ne veut pas rester. Je pose une nuance ici, parce qu'elle compte. Dire que tu es attaché à une image ne signifie pas que rien n'était réel. Il y a eu des moments vrais, des instants de connexion authentiques, et ils ne sont pas invalidés par la suite. Cette personne a compté, et c'est légitime. Ce que je te dis, c'est autre chose. C'est que le portrait complet, avec ses ombres et ses lumières, n'est plus celui que tu regardes. Tu as gardé une version montée, retouchée, et tu souffres de la perte d'un montage. Et une seconde nuance, essentielle. Regarder la relation dans sa totalité ne veut pas dire la noircir, la salir, se convaincre que tout était mauvais pour aller mieux plus vite. Ce serait un autre mensonge, symétrique du premier, et il ne t'aiderait pas davantage. Il s'agit de voir juste, ni embellir, ni noircir. Juste rouvrir le tiroir que tu gardes fermé et regarder ce qu'il y a dedans. Voilà le troisième point. Ce que tu retiens n'est pas cette personne, c'est une version d'elle, faite de quelques jours de printemps, que ta mémoire rejoue en boucle en effaçant les mois de froid. Tu ne peux pas t'en détacher parce qu'on ne se détache pas de ce qui n'existe pas. Tu tiens une image, pas un être, et tu pleures aussi le futur imaginé, qui est sans limite et donc inépuisable, jusqu'à te croire coupable de l'échec, parce que la culpabilité au moins préserve l'illusion que tu avais le pouvoir de faire rester quelqu'un qui n'allait pas rester. Mais admettons que tu vois tout ça et que tu continues quand même à retenir. Il faut alors regarder ce que ce geste produit réellement. Parce que retenir quelqu'un qui veut partir ne le fait jamais rester. Ça fait autre chose, quelque chose de bien plus destructeur, pour lui et surtout pour toi. Quatrième point, retenir quelqu'un qui veut partir, c'est le transformer en geôlier. Admettons maintenant que tu vois tout ça, que tu saches, que ton corps te le dise, que tu reconnaisses même que tu tiens une image plutôt qu'une personne, et que tu continues malgré tout à retenir. Il faut alors regarder froidement ce que ce geste produit, pas ce que tu espères qu'il produise, ce qu'il produit réellement, parce qu'il y a une croyance sous ton attachement que personne n'examine jamais. La croyance que si tu tiens bon, si tu insistes, si tu attends assez longtemps, tu finiras par le faire rester. Que ton effort peut modifier sa décision. Et il faut démonter ça, parce que c'est faux, et d'une façon qu'il est essentiel de comprendre. Voici la vérité, tu ne peux pas faire rester quelqu'un. Pas parce que tu n'es pas assez, ni parce que tu t'y prends mal, mais parce que rester est une décision qui n'appartient qu'à lui. Elle se prend dans un endroit où tu n'as aucun accès,
à l'intérieur d'une autre personne. Tu peux influencer les conditions, tu peux rendre le départ plus coûteux, tu peux le culpabiliser, le supplier, le séduire, mais tu peux pas produire dans un autre être humain l'envie d'être là. C'est structurellement hors de ta portée. Donc quand tu retiens, tu n'obtiens jamais ce que tu voulais. Tu obtiens autre chose. Et il faut nommer très précisément ce que tu obtiens. Parce que c'est là que la mécanique devient cruelle. Tu obtiens une présence sans désir, quelqu'un qui reste, éventuellement, mais qui ne veut pas être là, quelqu'un qui te donne des miettes parce qu'il n'ose pas partir franchement ou parce que c'est plus confortable pour lui, quelqu'un qui, chaque jour où il reste, te démontre par 1000 signes minuscules qu'il aimerait être ailleurs. Et tu appelles ça une victoire. Laisse-moi te montrer ce que ça produit. Avec une image, imagine quelqu'un qui invite un ami à dîner et qui, à la fin du repas, voit que cet ami veut rentrer. Alors il ferme la porte à clé. L'ami est toujours là, techniquement. La soirée continue, techniquement. Mais que s'est-il passé? Il n'y a plus d'amis dans cette pièce. Il y a un invité qui veut partir et quelqu'un qui l'en empêche. Le simple fait de fermer la porte a transformé la relation. Ce n'est plus une soirée entre amis, c'est une captivité polie. Et celui qui a fermé la porte n'a pas gagné une présence, il a perdu la seule chose qui donnait de la valeur à cette présence, le fait qu'elle soit libre. C'est exactement ce qui arrive quand tu retiens. Tu ne gagnes rien, tu détruis ce que tu cherchais à sauver. Parce que ce que tu voulais, c'était pas un corps dans la pièce. C'était que quelqu'un choisisse d'être avec toi. Et le choix est précisément la chose que ton insistance rend impossible. Suis bien cette logique, parce qu'elle est implacable. La valeur d'une présence vient entièrement de sa liberté. Si quelqu'un reste alors qu'il pouvait partir, ça veut dire quelque chose. Si quelqu'un reste parce qu'il ne peut pas partir ou parce qu'il est trop culpabilisé pour le faire, ça ne veut plus rien dire du tout. Tu obtiens la forme sans le contenu. Un corps, une routine, un statut, une case cochée. Et tu es plus seul avec cette présence-là que tu ne le serais dans une chambre vide. Et il faut voir ce que ça fait à l'autre aussi, parce que ça compte. Retenir quelqu'un qui veut partir, c'est le mettre dans une position atroce. Il peut pas rester honnêtement, puisqu'il veut pas être là. Il peut pas partir sans devenir, à tes yeux, celui qui t'a détruite. Alors il fait la seule chose qui lui reste, il devient lâche. Il s'éloigne sans le dire. Il te ment par omission. Il te donne juste assez pour ne pas être le méchant, et jamais assez pour que tu sois bien. Ta rétention l'a transformé en quelqu'un de tiède, de fuyant, de malhonnête. Et ensuite tu lui reproches de l'être. Mais surtout, et c'est le cœur de ce point, regarde ce que ça te fait à toi. Parce que le titre est là. Retenir quelqu'un, c'est pas le rendre prisonnier. Il finira toujours par partir. C'est te rendre prisonnière, toi. Et il faut comprendre pourquoi, mécaniquement. Quand tu tiens quelqu'un qui tire dans l'autre sens, t'es obligé de tenir en permanence. Tu ne peux plus jamais relâcher. Tu peux plus vivre, plus penser à autre chose, plus dormir tranquille. Parce que si tu lâches une seconde, il s'en va. Donc, c'est toi qui es attaché à ce lien, c'est toi qui ne peux plus bouger, c'est toi qui es enchaîné à cette corde, lui peut partir à tout moment, toi, tu ne peux plus rien faire d'autre que tenir. Voilà l'inversion. Tu croyais le retenir. C'est lui qui te tient. Et il n'a même pas eu à le vouloir. Il faut mesurer le prix, jour après jour. Chaque heure passée à guetter est une heure que tu ne vis pas. Chaque conversation où tu essayes de le convaincre est une conversation où tu te rabaisses. Chaque compromis que tu fais pour qu'il reste un peu plus, est un morceau de toi que tu troques contre du temps supplémentaire avec quelqu'un qui ne veut pas de toi. Tu paies avec ta vie, littéralement, une présence qui ne t'apporte rien, puisque même quand il est là, il n'est pas là. Et il y a une dimension plus douloureuse encore. En retenant quelqu'un qui veut partir, tu lui envoies un message sur toi. Tu lui dis « Je vaux assez peu pour accepter quelqu'un qui ne veut pas de moi. » Et ce message, il l'entend. Et il te croit. Ta propre insistance abîme, à ses yeux et aux tiens, la valeur que tu cherchais à lui faire reconnaître. C'est le paradoxe le plus cruel de tout ça. Ce que tu fais pour être choisi est exactement ce qui te rend impossible à choisir. Je pose une nuance importante, parce qu'elle est nécessaire. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut jamais se battre pour une relation. Il y a des liens qui traversent des crises, où deux personnes veulent rester et n'y arrivent pas, et où il est juste de lutter. La différence est simple, et elle est décisive. Se battre à deux, c'est de l'engagement. Retenir seul quelqu'un qui veut s'en aller, c'est autre chose. Le critère, c'est la volonté de l'autre. S'il veut rester et n'y arrive pas, il y a un travail possible. S'il veut pas rester, il n'y a rien à faire et toute la force du monde n'y changera rien. Et une seconde nuance. Reconnaître qu'on ne peut pas retenir quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'a aucune valeur. C'est pas parce que tu n'as pas pu le faire rester que tu ne valais pas la peine qu'il reste.
Ces deux choses n'ont aucun rapport. Il n'est pas parti parce que t'étais pas assez. Il est parti parce qu'il n'était pas capable, ou pas disponible, ou pas fait pour ça. Sa décision parle de lui. Elle ne dit rien de toi. Sauf que tu as aimé quelqu'un qui ne pouvait pas recevoir cet amour. Voilà le 4e point. Tu ne peux pas faire rester quelqu'un parce que le vouloir est une décision qui se prend dans un endroit où tu n'as aucun accès. En retenant, tu n'obtiens jamais une présence désirée, seulement une présence contrainte, un invité qui veut partir et une porte fermée à clé, ce qui détruit exactement ce que tu cherchais à sauver. Tu forces l'autre à devenir tiède et fuyant, puis tu lui reproches de l'être, et surtout, en tenant une corde que l'autre tire, c'est toi qui ne peux plus bouger, toi qui es enchaîné. Tu croyais le retenir, c'est lui qui te tient. Mais alors, que se passe-t-il si tu lâches, si tu cesses, enfin, de tenir cette corde? On croit que c'est le vide, l'effondrement, la perte définitive. Ce qui se produit réellement est très différent, et personne ne te l'a jamais décrit. 5e point, ce qui se passe réellement quand tu lâches. On imagine toujours le lâcher-prise comme une chute. On se dit, si je cesse de tenir, je tombe. Si j'arrête d'attendre, je perds tout. Si je lâche cette corde, il n'y aura plus rien, juste un vide immense où j'étais occupé à espérer. Et c'est précisément cette peur qui te fait tenir bien plus que l'espoir lui-même. Alors regardons ce qui se produit réellement. Pas ce qu'on te promet, pas ce qu'on te vend, ce qui arrive concrètement quand tu ouvres la main. Voici la première chose, et elle va peut-être te surprendre. Rien ne s'effondre. Le monde ne s'écroule pas. La catastrophe que tu redoutais depuis des mois n'a pas lieu. Tu lâches, et tu es encore là, debout, vivante, et cette découverte est bouleversante, parce qu'elle démolit d'un coup l'histoire que tu te racontais, celle où ta survie dépendait de cette personne. Il faut comprendre pourquoi tu croyais l'inverse. Tu ne redoutais pas la perte de cette personne en réalité. Tu redoutais ce que tu imaginais qu'elle produirait. Et ton imagination, nourrie par la peur, avait construit un scénario apocalyptique. Or, la peur exagère toujours. C'est son métier. Elle grossit le danger pour te faire réagir. Ce que tu fuyais depuis des mois n'était pas une réalité, c'était une projection. Et le jour où tu la traverses, tu découvres qu'elle était bien plus petite que son ombre. Ensuite, il se produit quelque chose de très concret et de très étrange, le silence. Il faut comprendre ce silence, parce qu'il est déroutant. Pendant des mois, ta tête a été occupée en permanence. Un bruit de fond continu. Est-ce qu'il va écrire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que je dois répondre? Qu'est-ce qu'il pense? Cette activité mentale tournait jour et nuit, sans interruption, en arrière-plan de tout ce que tu faisais. Quand tu lâches, ce bruit s'arrête. Et le silence qui suit est si inhabituel qu'il peut être inconfortable, presque angoissant, comme une pièce soudain trop calme. Ne te trompe pas sur ce silence. Ce n'est pas le vide, c'est le repos. C'est ce que ça fait, une tête qui ne travaille plus, à te démontrer que ce que tu sais n'est peut-être pas vrai. Tu avais oublié que ça existait. Et voici la 3e chose, la plus importante. Ton énergie revient. Il faut vraiment mesurer ça, parce que c'est le gain central. Retenir quelqu'un est un travail permanent, épuisant, qui mobilise une part énorme de ta force vitale. Guetter, interpréter, espérer, se raconter des histoires, entretenir la flamme d'un espoir que la réalité contredit tous les jours, tout cela consomme. Et pendant tout ce temps, cette énergie n'était pas disponible pour autre chose. Elle était immobilisée, gelée, investie dans une entreprise sans issue. Quand tu lâches, cette énergie ne disparaît pas. Elle se libère, elle revient à toi. Et tu la sens revenir, physiquement, dans les semaines qui suivent. Une envie qui revient de faire des choses. Une curiosité pour ce qui t'entoure. Le goût de sortir, de créer, de rire. C'est pas que tu vas mieux moralement au sens abstrait. C'est que tu récupères littéralement la force que tu dépensais ailleurs. Laisse-moi te montrer ça, avec une image. Pense à quelqu'un qui aurait porté, à bout de bras, un objet lourd pendant des heures, sans le poser. Il finit par ne plus sentir le poids, tellement il s'y est habitué. Il croit que c'est normal, que c'est sa force qui a baissé, qu'il est simplement fatigué en ce moment. Et le jour où il pose enfin l'objet, il découvre une chose stupéfiante. Ses bras remontent tout seuls. Il se sent léger, presque désorienté par cette légèreté. C'était pas lui qui était faible. C'était l'objet qui était lourd. Et il l'avait porté si longtemps qu'il avait confondu ce poids avec sa propre fatigue. Tu vas vivre exactement ça. Cette lassitude permanente que tu attribuais à toi-même, à ton caractère, à ta fragilité, tu vas découvrir qu'elle n'était pas toi. C'était le poids.
Et quand tu le poseras, tu te reconnaîtras pas. Il y a une quatrième chose, plus subtile et peut-être la plus précieuse. La lucidité revient. Et il faut comprendre ce mécanisme, parce qu'il est fascinant. Tant que tu espérais, tu ne pouvais pas voir clair, on l'a dit, parce que voir clair aurait détruit ton espoir. Ton regard était sous contrainte, mais quand tu lâches, cette contrainte disparaît. Tu n'as plus besoin que la réalité soit d'une certaine façon, alors tu peux enfin la regarder telle qu'elle est. Et là, souvent, quelque chose de surprenant se produit. Tu vois cette personne autrement, plus petite, plus ordinaire. Tu te demandes même, avec une pointe de vertige, comment tu as pu lui donner tant de place. C'est pas du mépris. C'est le retour à la taille réelle. L'attachement grossit démesurément son objet, il lui donne des proportions qu'il n'a pas. En lâchant, tu le remets à l'échelle. Et beaucoup de gens sont stupéfaits, quelques mois plus tard, de ne plus comprendre ce qui les avait tant retenus. Il faut aussi te prévenir d'une chose, honnêtement, pour que tu ne te décourages pas. Lâcher n'est pas un instant, c'est un mouvement. Ça ne se fait pas une fois pour toutes, un matin, définitivement, il y aura des retours. Un souvenir, une chanson, une date, et la vague reviendra. Tu croiras être revenu au point de départ, mais tu ne le seras pas, et il faut comprendre pourquoi. Chaque vague qui revient est un peu moins haute que la précédente. Elle dure un peu moins longtemps, et l'intervalle entre deux vagues s'allonge. Tu ne repasses pas au même endroit, tu passes au-dessus, c'est pas un cercle, c'est une spirale qui monte. Et ce qu'il faut apprendre, c'est pas à empêcher les vagues, ce serait vain. C'est à savoir qu'elles repartent. Une vague qu'on laisse passer sans lutter passe beaucoup plus vite qu'une vague contre laquelle on se débat. Je pose une nuance importante parce qu'elle est nécessaire. Lâcher ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Tu vas encore avoir de la tristesse, de la nostalgie, peut-être même une forme de tendresse pour ce qui a été. C'est pas un échec. Le détachement, c'est pas l'anesthésie. C'est le fait que ces sensations ne te commandent plus. Tu peux être triste sans t'effondrer, nostalgique sans replonger. La différence n'est pas dans ce que tu ressens, elle est dans ce que ce ressenti te fait faire. Et une seconde nuance qui compte beaucoup, lâcher n'est pas une performance de volonté. Tu vas pas y arriver en serrant les dents, en te forçant, en te punissant de ne pas y arriver assez vite. Ça fonctionne pas comme ça, et te juger d'être encore attaché ne fait qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Ce processus a un rythme qui n'est ni le tien, ni celui de personne d'autre. Il avance quand on cesse de lutter contre ce qu'on ressent, pas quand on se fouette pour aller plus vite. Voilà le 5e point, et il démolit la peur qui te retenait. Lâcher n'est pas une chute, rien ne s'effondre, et la catastrophe que tu fuyais depuis des mois n'était qu'une projection de ta peur, bien plus petite que son ombre. Le bruit de fond s'arrête, et ce silence n'est pas le vide, c'est le repos. Ton énergie, immobilisée dans une entreprise sans issue, te revient tout entière, et tu découvres que la fatigue que tu prenais pour ta nature n'était que le poids que tu portais. Et ta lucidité revient avec elle, remettant cette personne à sa taille réelle. Mais il reste une dernière chose à comprendre, et c'est le sens de tout ce chemin, parce que lâcher quelqu'un qui veut partir n'est pas un renoncement, ni un aveu de défaite, ni même une simple stratégie de survie. C'est, si on le regarde bien, le dernier geste d'amour dont tu es capable. Envers lui, oui, mais surtout envers toi. 6e point, le laisser partir, dernier acte d'amour. On arrive au terme, et il faut donner à tout ce chemin son vrai sens. Parce que lâcher quelqu'un qui veut s'en aller pourrait ressembler à une défaite, à un renoncement, à l'aveu qu'on n'a pas su le garder. Et si tu le vis comme ça, tu en sortiras amer, avec l'impression d'avoir perdu une bataille. Or, ce n'est pas du tout ce qui vient de se passer. Voici comment il faut le regarder. Laisser partir quelqu'un qui ne veut pas rester n'est pas un échec de l'amour. C'est peut-être sa forme la plus haute. Et il faut comprendre pourquoi, parce que ça n'a rien d'une consolation. Commençons par ce que ça signifie envers lui. Retenir quelqu'un, on l'a vu, c'est refuser sa liberté. C'est décider que ton désir compte plus que sa volonté. C'est dire, en substance, peu importe ce que tu veux, moi je veux que tu restes. Regarde bien ce geste. Il y a de l'amour dedans, sans doute, mais il y a surtout de la possession. On ne retient que ce qu'on considère, quelque part, comme à soi. Le laisser partir, c'est l'inverse exact.
C'est reconnaître qu'il est une personne distincte de toi, avec son chemin, ses limites, ses incapacités, ses désirs qui sont pas les tiens. C'est accepter qu'il ne t'appartient pas, qu'il ne t'a jamais appartenu et que sa vie ne se plie pas à ton besoin. C'est pas de l'indifférence, c'est du respect. Et le respect, c'est précisément ce qui distingue l'amour de l'appropriation. Et il faut aller plus loin, jusqu'à une vérité difficile. Si tu l'aimais vraiment, tu voudrais qu'il soit là où il doit être, même si c'est pas avec toi. Un amour qui ne peut supporter que l'autre soit heureux ailleurs n'est pas de l'amour, c'est un besoin. Et c'est pas une faute, on a tous des besoins. Mais il faut le nommer honnêtement, plutôt que de le déguiser en grands sentiments. Mais tout ça, ce que ça signifie envers lui n'est pas le plus important. Le vrai sens de ce geste est ailleurs. Il est envers toi. Voici ce que tu fais réellement quand tu ouvres la main. Tu cesses de te faire violence, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait. Rester attaché à quelqu'un qui veut pas de toi, c'est te maintenir chaque jour dans un endroit où t'es pas voulu. C'est te réveiller chaque matin dans une maison où l'on ne t'attend pas et frapper à une porte qui ne s'ouvrira pas. Ce n'est pas de la fidélité, c'est une forme lente d'auto-abandon. Il faut le dire nettement, parce que c'est le cœur de tout. Pendant tout ce temps où tu attendais qu'il te choisisse, il y avait quelqu'un que tu n'as pas choisi. Toi, chaque jour passé à espérer son regard était un jour où tu détournais le tien de toi-même. Tu as consacré ton énergie, ta pensée, ta présence à quelqu'un qui n'en voulait pas pendant que la personne qui avait le plus besoin de ton attention, toi, restait négligée dans un coin. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui aurait passé des années à arroser un arbre mort, avec une constance admirable, en espérant qu'il refleurisse. Il y met tout, son temps, ses soins, son espoir. Et pendant ce temps, dans un autre coin du jardin, il y a une plante bien vivante, la sienne, qui a soif et que personne n'arrose. Le jour où il cesse d'arroser l'arbre mort, il ne perd rien. Il n'y avait rien à perdre. Ce qu'il fait, c'est simplement rediriger l'eau vers ce qui peut encore vivre. C'est ça, laisser partir. C'est pas renoncer à quelque chose. C'est cesser de gaspiller ce que tu as sur ce qui ne peut plus rien recevoir pour le rendre à ce qui peut encore pousser. Et ce qui peut encore pousser, c'est toi. Il faut aussi comprendre une chose sur ce que tu récupères. C'est pas seulement du temps ou de l'énergie. C'est ta dignité. Le fait de te tenir debout, de ne plus mendier, de ne plus adapter ta valeur à ce que quelqu'un daigne t'accorder. Il y a une chose qu'on perd très lentement en attendant quelqu'un qui ne vient pas, sans même la sentir partir, et c'est le respect qu'on a pour soi. Le jour où tu cesses d'attendre, tu le récupères pas d'un coup, mais t'arrêtes. Enfin, d'en perdre. Et il faut nommer la découverte la plus étrange qui t'attend au bout de ce chemin. Tu vas te demander qui tu es sans cette personne. Et cette question qui te terrifie aujourd'hui va devenir la plus intéressante de ta vie parce que tu vas découvrir que tu n'en sais rien. Que tu t'es tellement défini par rapport à ce lien, par ton rôle dedans, par ce que tu représentais pour lui, que tu as perdu de vue ce que t'aimes, ce que tu veux, ce qui te fait vibrer, indépendamment de lui. Et cette exploration est déstabilisante au début, oui, mais elle est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'elle t'offre une possibilité que tu n'avais plus, celle de te réinventer, de devenir qui tu voulais être, sans les compromis, les ajustements, les silences que ce lien exigeait. Tu ne repars pas de zéro, tu repars de toi. Il faut le dire aussi, pour être juste. Le détachement ne signifie pas que cette relation n'a rien valu, ni que tu n'as pas aimé, ni qu'il faut la renier. Tu peux te détacher tout en reconnaissant que cette personne a compté, qu'elle t'a marqué, qu'elle a fait partie de ton histoire. Se détacher, c'est pas oublier, c'est se souvenir autrement. C'est pouvoir penser à ce qui a été sans que ça te déchire, sans que ça te paralyse, sans que ça t'empêche de vivre aujourd'hui. Et un jour, peut-être, tu regarderas en arrière et tu verras autre chose que la perte. Tu verras ce que cette histoire t'a appris sur toi. Tes limites, tes besoins non négociables, ce que tu ne veux plus jamais accepter, ce que tu veux absolument préserver. Ce n'est pas de la gratitude pour la souffrance, il ne s'agit pas de sanctifier ce qui t'a fait mal. C'est simplement le constat qu'aucune traversée n'est vaine quand on n'en revient plus lucide. Alors voilà ce que je voudrais te laisser. Au bout de tout ce chemin, tu savais déjà, depuis le début. Ton corps le sait, il te le dit chaque nuit. Ce que tu retiens n'est pas cette personne, c'est une image, un printemps rejoué, un futur imaginé. Et en tenant cette corde, c'est pas lui que tu enchaînes, c'est toi. Il partira quand même. C'est la seule certitude de cette histoire. Alors la vraie question n'est pas comment le faire rester. C'est combien de temps encore tu vas payer pour quelqu'un qui a déjà décidé. Ouvre la main. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu as enfin compris qu'il n'y avait jamais rien eu à tenir.
Et parce que dans cette main enfin libre, tu vas pouvoir prendre quelque chose de bien plus précieux, ta propre vie que tu avais posée par terre pour tenir la sienne. Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser un mot en commentaire, simplement celui-ci. J'ouvre la main